30 ans après la disparition de ses triplés, une mère reconnaît un détail glaçant sur un enfant inconnu. Le soleil de fin d'après-midi inondait de lumière dorée les ruelles paisibles de Saint-Aubin-sur-Garonne, un petit bourg entouré de champs de tournesol et de vignobles. Dans le jardin de la famille Lefebvre, on fêtait l'anniversaire du petit Thomas, 8 ans. Les adultes riaient autour d'une grande table en bois, les enfants couraient sur la pelouse, et l'odeur du gâteau encore tiède se mêlait au parfum des fleurs. Évelyne se tenait près de la haie, écoutant distraitement une voisine lui parler de son potager, lorsqu'un mouvement à la porte-fenêtre capta son attention. Un homme qu'elle ne connaissait pas apparut, tenant la main d'un garçonnet. « Excusez notre retard », annonça-t-il sans vraiment s'adresser à quelqu'un. L'enfant se libéra aussitôt de sa main et fila rejoindre les autres. Évelyne sentit son cœur se contracter. Le petit portait une salopette à carreaux verts, avec des bretelles jaunes vives, par-dessus une chemise à manches longues. Ses cheveux noirs, épais et bouclés, rebondissaient à chaque pas. Un choc brutal, presque physique, la traversa. Elle s'avança d'un pas rapide, le souffle court, et posa la main sur l'épaule de l'enfant. « Où as-tu trouvé ces vêtements ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, presque inaudible. L'enfant, surpris, écarquilla les yeux et recula vivement. « Papa !» appela-t-il, la voix aiguë. L'homme s'approcha aussitôt, protecteur, posant sa main sur l'épaule de son fils. « Est-ce que tout va bien ?» Marc, le mari d'Evelyne, surgit à son tour, alerté par le ton tendu. Il glissa un bras autour de sa femme. « Excusez-la. Mon épouse n'avait aucune intention de faire peur à votre enfant. C'est juste... sa tenue... » Il marqua une pause, avalant difficilement sa salive. « Nos enfants, nos triplés, portaient exactement la même salopette, le jour où ils ont disparu. C'était il y a 30 ans. » Un silence pesant tomba sur le jardin. Quelques invités échangèrent des regards troublés. La maîtresse de maison, Madame Dupuis, s'approcha doucement. « C'est vrai, dit-elle à l'homme. Les Lefebvre ont perdu leurs 3 garçons en 1980. Une tragédie. Tout le village les a cherchés pendant des semaines. » Le visage de l'homme se radoucit aussitôt. « Je suis désolé, je ne savais pas. Ces vêtements, je les ai achetés il y a quelques mois, dans un magasin à Toulouse. » Mais Évelyne, pâle et tremblante, n'entendait presque plus. Elle avait l'impression que le temps se brouillait autour d'elle. Ces bretelles jaunes, ce vert précis, c'était impossible. Marc lui murmura « Viens, on rentre. » Sur le chemin du retour, 3 rues plus loin, Évelyne resta silencieuse, serrant son sac contre elle. Dès qu'ils furent dans leur salon, elle se tourna vers lui. « Marc, je veux voir les photos, celles de ce jour-là. » Marc hésita un instant, les clés encore à la main. « Les photos ? Elles sont au grenier. Tu sais bien que nous n'avons pas ouvert cette boîte depuis 20 ans. »« Je veux les voir, » insista Évelyne, la voix basse mais ferme. « Ça m'aidera à me calmer. » Il soupira, posa les clés sur la commode et disparut dans l'escalier étroit qui menait au grenier. Évelyne l'entendit marcher sur les vieilles planches au-dessus de sa tête, puis le grincement familier de la trappe. Quelques minutes plus tard, Marc redescendit, tenant une grande boîte en carton recouverte d'une fine couche de poussière. Ils la posèrent sur la table basse. Évelyne passa la main sur le couvercle, comme si elle craignait d'abîmer quelque chose de sacré, puis l'ouvrit lentement. L'air vieilli et un parfum lointain de lessive et de bois ciré s'en échappèrent. À l'intérieur, tout était soigneusement rangé, de petits jouets, 3 ours en peluche identiques, des cahiers d'école décorés d'étoiles dorées et au fond, un album photo en cuir. Marc le sortit délicatement et le posa sur ses genoux. Ils tournèrent les pages ensemble. Les premiers clichés montraient 3 bébés au visage identique, puis des bambins jouant sur la plage ou riant autour d'un gâteau. Leurs gestes, leurs sourires semblaient toujours coordonnés, comme s'ils partageaient un langage secret. Et enfin, la photo, celle qu'Évelyne redoutait et espérait à la fois. Les 3 garçons, debout devant la maison, portaient la fameuse salopette à carreaux verts, les bretelles jaunes bien visibles, la chemise à manches longues soigneusement repassée. Leurs bras passaient autour des épaules des autres, ils souriaient comme seuls les enfants savent sourire, sans savoir que ce serait la dernière fois. Marc désigna la photo d'un doigt. Prise le matin même, à peine 1 heure avant qu'ils ne disparaissent. Évelyne se pencha, ses yeux balayant chaque détail. Puis, soudain, elle se figea. « Marc, regarde, derrière eux. » Au coin de l'image, partiellement masquée par la haie, on distinguait l'avant d'une voiture. Une vieille Citroën DS couleur bordeaux. Les souvenirs affluèrent d'un coup.
Luc, surtout, adorait cette voiture. Il demandait toujours au propriétaire de la voir de plus près quand elle passait. Marc fronça les sourcils. C'était la déesse de M. Henri Faure, leur instituteur. Évelyne releva brusquement la tête. Mais Henri avait quitté le village avant leur disparition. Le silence qui suivit pesa lourd entre eux. « Attends, murmura Marc comme pour s'entendre lui-même. Tu es sûr qu'Henri était déjà parti ? Absolument, répondit Évelyne sans détour. Toute l'école avait organisé une fête de départ pour lui. C'était 3 jours avant que les garçons disparaissent. Tu te souviens ? Marc passa la main sur son front, l'air troublé. Pourtant, cette photo, c'est bien ce matin-là. Évelyne attrapa l'album avec des gestes rapides. On doit en avoir la preuve. Elle fouilla dans la boîte et en sortit l'enveloppe originale où se trouvaient encore les négatifs. Sur le papier jauni, une date d'impression était tamponnée en violet, 14 juin 1981, 2 jours après la disparition. Elle sentit un frisson glacé remonter le long de son dos. Ce n'est pas une erreur. Henri était là ce matin-là, et personne ne l'a jamais interrogé. Marc secoua la tête. Peut-être que ce n'était pas sa voiture. Les déesses, à l'époque, il y en avait, pas dans notre rue, coupa Évelyne sèchement. On connaissait chaque voiture, chaque voisin. Elle se leva, nerveuse, et fit quelques pas dans le salon. Je veux savoir où il est aujourd'hui. Marc la fixa un moment, puis soupira. J'ai vu quelque chose sur Facebook. Il y a peut-être 2 ans, quelqu'un disait qu'Henri avait ouvert une ferme pédagogique dans le sud-ouest. Évelyne s'arrêta net. Une ferme ? Marc hocha la tête. Pour les enfants défavorisés, je crois. Elle sentit son cœur battre plus vite. L'image de la déesse Bordeaux, celle qui occupait un coin de la photo depuis 30 ans, s'imposa de nouveau à son esprit. Et soudain, un détail l'assaillit. L'enfant à la fête, ses boucles noires, sa façon de courir. Elle retourna s'asseoir et saisit la main de Marc. Il faut qu'on le retrouve. Marc prit un air prudent. Évelyne, on parle d'un homme qui était respecté. On ne peut pas l'accuser sur un simple détail de photo. Ce n'est pas simple. C'est un fil qu'on n'a jamais tiré. Et moi, je compte tirer dessus. Le lendemain matin, Évelyne se leva avant l'aube. Marc dormait encore, mais elle avait à peine fermé l'œil. Chaque fois qu'elle fermait les paupières, elle revoyait cette salopette verte, la déesse Bordeaux, et les visages de ses 3 petits garçons figés dans un instant volé. Elle alluma l'ordinateur du bureau, celui qu'il n'utilisait presque plus, et se mit à chercher. Henri Faure, ferme pédagogique, tapa-t-elle dans le moteur de recherche. Après quelques résultats sans rapport, elle tomba sur un site simple, presque amateur, Ferme de l'Espérance, fondée par Henri Faure. La page d'accueil affichait une photo panoramique. Des enfants souriants, des bottes aux pieds, tenant des paniers remplis de légumes. En arrière-plan, on voyait une vieille bâtisse en pierre et, garée sous un auvent, une Citroën DS Bordeaux. Évelyne sentit son souffle se bloquer. Elle navigua rapidement dans la galerie photo. Henri apparaissait sur plusieurs clichés. Cheveux blancs, mais la même stature, le même sourire paternaliste. Dans certaines images, il posait avec des adolescents aux cheveux noirs et bouclés. Elle zooma sur l'un d'eux. Son cœur se serra violemment. Ce visage, elle aurait juré y voir quelque chose de Luc. À cet instant, Marc entra dans la pièce, encore en pyjama. « Tu n'es pas encore couché ?» Évelyne pivota l'écran vers lui. « Regarde. » Il observa la photo, les yeux plissés. « Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça peut être une coïncidence. »« Ou pas, » répliqua-t-elle sèchement. Elle cliqua sur l'onglet « Contact ». Pas de numéro de téléphone, seulement une adresse e-mail et celle de la ferme, située à 2 heures de route. « On y va, » dit-elle soudain. Marc hésita, puis croisa ses bras. « Si on y va, on le fait correctement. On prévient quelqu'un. La gendarmerie, peut-être. » Évelyne secoua la tête. « Pas encore. Pas avant d'être sûr. » Marc la regarda longuement, puis soupira. « Alors on part cet après-midi. » Ils quittèrent Saint-Aubin-sur-Garonne vers 14 heures. La route serpentait entre champs de blé et forêts de pins, et plus ils avançaient, plus le paysage devenait rural. Évelyne fixait la route, les mains crispées sur son sac, tandis que Marc jetait de temps à autre un coup d'œil vers elle. « Tu es sûr de vouloir faire ça aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Oui, avant que je perde courage. » Après 2 heures de route, ils aperçurent un panneau en bois gravé. « Ferme de l'Espérance, Henri Faure ». Le chemin en gravier menait à un ensemble de bâtiments en pierre, une maison principale, des granges et des jardins potagers parfaitement entretenus.
En descendant de la voiture, ils furent accueillis par un jeune homme souriant, la vingtaine, peau mate, cheveux noirs bouclés. « Bonjour, je peux vous aider ? » Nous cherchons monsieur Henri Faure, dit Evelyne. Ah, il est à la foire agricole du village aujourd'hui, avec plusieurs enfants. Vous avez rendez-vous ? Non, nous sommes d'anciens amis, intervint Marc. Le jeune homme réfléchit, puis proposa. Si vous voulez, je peux vous faire visiter la ferme. Ils acceptèrent. La visite dura près d'une demi-heure. Poulailler, écurie, verger. Le jeune guide parlait avec enthousiasme des activités pour les enfants. Jardinage, soins aux animaux, ateliers créatifs. Ils arrivèrent enfin devant un grand hangar coloré, décoré de dessins d'enfants. « Ici, c'est l'atelier de bricolage », expliqua le guide. « C'est Fernand, notre animateur principal, qui le gère. » À l'intérieur, un homme d'une quarantaine d'années rangeait des pots de peinture. Evelyne eut un mouvement imperceptible, même peau claire, même cheveux noirs et bouclés que Luc à l'époque, et ce sourire, large, lumineux, étrangement familier. « Fernand, voici Marc et Evelyne, » dit le jeune guide. « Enchanté, » répondit Fernand en serrant la main de Marc, puis celle d'Evelyne. Son regard bienveillant glissa vers un grand panneau couvert de dessins. Evelyne s'approcha et son souffle se coupa. Parmi les œuvres maladroites, un dessin se distinguait. Une Citroën DS Bordeaux, minutieusement reproduite avec des graines et du papier coloré. Elle leva les yeux vers Fernand. « C'est vous qui avez fait ça ?»« Oui, pour montrer un exemple aux enfants. » Un frisson glacé lui parcourut la nuque. Cette voiture, c'était celle de la photo. Evelyne fixa le dessin un peu trop longtemps, consciente que ses mains tremblèrent légèrement. Elle tenta de reprendre contenance. « Vous aimez les vieilles voitures ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulait neutre. Fernand haussa les épaules, esquissant un sourire. « Pas particulièrement. C'est juste un souvenir d'enfance. » Marc intervint. « Ah oui ? Quel genre de souvenir ?» Fernand sembla chercher ses mots, son regard se perdant un instant vers la fenêtre. « Quand j'étais petit, il y avait une voiture comme ça près de la maison où je vivais. C'était important pour moi, je suppose. » Evelyne sentit son cœur battre plus vite. « Et où étiez-vous, enfant ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Fernand détourna les yeux, se racla la gorge. « J'ai grandi dans différentes familles. J'ai été adopté tard. Avant ça, je ne sais pas grand-chose. » Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Evelyne sentit l'envie brûlante de poser la question qui la hantait, mais elle se retint. Le jeune guide réapparut, annonçant que la visite était terminée. Fernand leur serra la main à nouveau, ses yeux s'attardant sur Evelyne comme s'il percevait quelque chose d'insolite. De retour sur le chemin de gravier, Marc lança à voix basse « Tu y penses aussi ?»« Oui, c'est peut-être lui. Ou l'un d'eux. » Marc secoua la tête. « Evelyne, ça fait 30 ans. Les traits changent, la mémoire joue des tours. » Elle l'interrompit. Ce n'est pas seulement son visage, c'est ce qu'il a dit. Une voiture importante dans son enfance, adoptée tard, souvenir flou. Ça correspond. Ils regagnèrent leur voiture, mais Evelyne ne démarra pas. Au loin, elle aperçut un petit groupe qui revenait par le sentier. Un vieil homme marchait en tête, tenant la main d'un garçon. Même de loin, elle reconnut la silhouette droite et le pas mesuré d'Henri Faure. « Il est là », souffla-t-elle. Marc se figea, son regard passant de l'homme à sa femme. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Henri Faure s'approchait lentement, le visage marqué par l'âge, mais toujours encadré de cette même moustache soignée qu'Evelyne avait vue sur les photos scolaires de ses fils. Il portait une chemise à carreaux soigneusement boutonnée et un gilet de laine, et tenait la main d'un garçon de 10 ans environ, aux yeux sombres et curieux. Lorsqu'il les aperçut, Henri s'arrêta à quelques pas, semblant chercher à les replacer dans sa mémoire. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda-t-il d'une voix grave, légèrement rauque. Marc prit la parole en premier. « Monsieur Faure, nous sommes Marc et Evelyne Lefebvre. » Un bref éclat passa dans les yeux du vieil homme, presque imperceptible, avant qu'il ne retrouve un sourire aimable. « Ah oui, Saint-Aubin, n'est-ce pas ? Cela remonte à si longtemps. » Evelyne sentit ses mains se crisper. « Vous vous souvenez du jour où nos enfants ont disparu ?» Henri eut un léger mouvement de recul, mais conserva un ton posé. Comment l'oublier ? Toute la commune était bouleversée. « Ce matin-là, dit Evelyne, vous étiez là, devant notre maison. » Un silence lourd tomba. Le petit garçon lâcha la main d'Henri et partit rejoindre d'autres enfants plus loin. Henri les regarda s'éloigner puis se tourna vers elle.
Je crois que vous vous trompez, Madame Lefebvre. J'avais quitté le village quelques jours avant. Et pourtant, sur une photo prise ce matin-là, on voit votre Citroën DS garée près de notre haie, répliqua-t-elle sans détour. Henri la fixa, impassible, mais ses yeux trahirent une lueur de gêne. Vous savez, les souvenirs se mélangent avec le temps. Peut-être que c'était un autre jour. Marc intervint, la voix tendue. Ou peut-être que vous ne nous avez pas tout dit. Henri inspira profondément, comme pour contenir une émotion ou une irritation. Ce que vous insinuez est grave, monsieur Lefebvre. Si vous avez des accusations, allez voir la gendarmerie. Puis, sans ajouter un mot, il leur tourna le dos et rejoignit le groupe d'enfants. Évelyne, figée, regarda la silhouette d'Henri s'éloigner. Elle savait qu'il mentait. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Sur le chemin du retour, Marc gardait les yeux rivés sur la route, le visage fermé. Évelyne, elle, restait immobile, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixé sur un point invisible. « Tu ne peux pas agir seul, » finit par dire Marc. « Si tu veux aller plus loin, il faut la police. »« La police, » répéta-t-elle avec amertume. 30 ans, Marc, 30 ans à attendre qu'ils trouvent quelque chose. Ils n'ont rien fait. Rien. Marc ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. « Je veux savoir, » murmura Évelyne. « Je dois savoir. » Ils rentrèrent tard, le soleil couchant projetant des ombres longues sur les murs du salon. Tandis que Marc montait se coucher, Évelyne resta en bas, devant l'ordinateur. Elle ouvrit de nouveau le site de la ferme, puis chercha le nom Fernand dans les pages d'archives locales. Après plusieurs clics, elle trouva un article datant de 1995. Un adolescent placé retrouve enfin une famille. La photo était floue, mais elle reconnut Fernand, plus jeune, le même sourire et la même boucle noire sur le front. L'article mentionnait qu'il avait été retrouvé dans des circonstances non précisées et confié à un foyer avant d'être adopté. Le cœur d'Évelyne s'emballa. Elle lança alors une recherche dans les registres publics, se frayant un chemin à travers formulaires et archives numérisées. Plus elle avançait, plus les liens devenaient clairs. La ferme, Henri et plusieurs enfants sans histoire connue. Elle nota chaque nom, chaque date. Puis, une idée lui traversa l'esprit. Et si elle retournait à la ferme, mais cette fois sans se montrer? Son plan commença à se former. Elle irait seule, tôt le matin, pour observer discrètement. Peut-être surprendrait-elle quelque chose, un geste, une conversation, un indice que personne n'avait jamais vu. En montant se coucher, elle s'arrêta devant la chambre vide où autrefois dormaient ses triplés. 3 lits jumeaux, toujours là, recouverts de couvre-lits décolorés. Elle posa la main sur l'oreiller du lit du milieu. « Attendez-moi » souffla-t-elle. L'aube venait à peine de poindre quand Évelyne gara sa vieille Clio à l'orée d'un chemin forestier, à une centaine de mètres de la ferme. Elle avait enfilé une veste kaki, un vieux jean et une casquette pour se fondre dans le décor. Le silence de la campagne était seulement brisé par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuilles. De là où elle se trouvait, elle pouvait voir la cour principale. Les bâtiments en pierre prenaient des teintes dorées sous la lumière du matin. Henri sortit de la maison, accompagné de Fernand. Les 2 hommes parlaient bas, leurs gestes mesurés, presque synchrones. Elle sortit de son sac un petit appareil photo avec un zoom puissant, un vieux modèle qu'elle avait retrouvé dans un tiroir. Elle ajusta la lentille et se concentra. Fernand tenait un dossier sous le bras qu'il tendit à Henri. Ce dernier l'ouvrit et feuilleta plusieurs feuilles avant de hocher la tête. Puis, ils se dirigèrent vers l'un des hangars. Évelyne changea de position, contournant la haie pour mieux voir. À travers la porte entr'ouverte du hangar, elle aperçut des lits. 6, peut-être 7, alignés, avec des draps impeccablement tirés. Ce n'était pas un simple espace de repos. C'était une chambre collective. Un instant plus tard, plusieurs enfants entrèrent, encore en pyjama. Fernand leur fit signe de s'asseoir sur les lits. Henri posa le dossier sur une table et sortit un trousseau de clés. Il ouvrit un placard, en sortit une boîte métallique et la posa devant les enfants. Évelyne zooma. À l'intérieur, des enveloppes brunes, chacune portant un prénom écrit au feutre noir. Elle reconnut un des prénoms, Hugo, qu'elle avait noté la veille dans sa liste des enfants passés par la ferme. Soudain, Henri leva les yeux vers la fenêtre du hangar. Évelyne recula précipitamment derrière un buisson, le cœur battant à tout rompre. Avait-il vu quelque chose? Elle retint son souffle. Après quelques secondes interminables, des éclats de rire d'enfants retentirent. Le groupe sortit du hangar et se dirigea vers le potager, comme si de rien n'était. Évelyne comprit alors qu'elle ne pourrait pas se contenter d'observer. Si elle voulait des réponses, il faudrait entrer.
La nuit suivante, Evelyne se gara au même endroit que la veille, mais cette fois bien après le coucher du soleil. Le ciel était d'un noir profond, piqué d'étoiles, et l'air froid lui piquait les joues. Elle avait attendu que tout soit calme, observant de loin les lumières de la ferme s'éteindre une à une. Elle avait glissé dans son sac une petite lampe de poche, un carnet, un appareil photo et une paire de gants. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire frôlait l'illégal, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle longea la haie, évitant les zones éclairées par les rares lampadaires de la cour. En approchant du hangar qu'elle avait vu la veille, elle constata que la porte n'était fermée que par un simple cadenas. Un coup d'œil rapide autour d'elle, personne. Elle sortit de sa poche un petit crochet métallique, un vieil outil de bricolage appartenant à Marc, et, après quelques secondes hésitantes, réussit à forcer l'ouverture. À l'intérieur, l'odeur de paille et de lessive se mêlait à celle, plus métallique, du vieux mobilier. Les lits étaient là parfaitement alignés. Elle avança doucement, sa lampe de poche braquée vers le sol pour éviter de projeter la lumière sur les murs. Sur une table, elle retrouva la boîte métallique. Cette fois, elle osa l'ouvrir. Les enveloppes étaient là, bien rangées. Elle en prit une au hasard, Hugo Inekele, et la glissa dans son sac. Une autre portait le prénom Julien, et en dessous, Luc. Elle sentit un vertige. Ses mains tremblaient au point de faillir laisser tomber l'enveloppe. Luc, comme son fils, comme l'un de ses triplés. Elle n'osa pas l'ouvrir ici. Un bruit de pas sur le gravier la figea. Elle éteignit sa lampe, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il s'entende. La porte grinça légèrement. Une silhouette entra, tenant une lampe tempête. Henri. Il avançait lentement, balayant la pièce de lumière. Evelyne recula, se glissant derrière l'armoire. Elle entendait sa respiration calme, régulière, et le tintement des clés accrochées à sa ceinture. Après un instant qui lui parut une éternité, il referma la porte et repartit. Elle attendit encore une minute avant de ressortir, refermant le cadenas derrière elle. Puis elle s'éloigna en courant vers sa voiture, l'enveloppe Luc serrée contre elle comme un trésor interdit. De retour chez elle, Evelyne posa son sac sur la table de la cuisine. La maison était plongée dans le silence. Marc dormait à l'étage. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait l'enveloppe brune portant ce prénom qui la transperçait. Luc. Elle hésita. Ouvrir, c'était peut-être découvrir quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Mais ne pas ouvrir, c'était continuer à vivre avec ce vide insupportable. D'un geste décidé, elle déchira le bord. À l'intérieur, plusieurs feuilles pliées en deux. Elle les déploya, des fiches administratives, jaunies par le temps, avec des tampons officiels. Placement provisoire, foyer départemental de Toulouse, 1993. Plus bas, un détail glaça son sang, nom de naissance, Luc Lefebvre. Elle porta une main à sa bouche, étouffant un cri. C'était lui, c'était son fils. Il avait été placé, puis transféré, mais aucun rapport de disparition n'était mentionné, comme si son enlèvement n'avait jamais été enregistré. Parmi les papiers, une photo d'un petit garçon de 3 ans, assis sur une chaise en plastique bleu. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés, ses yeux sombres fixés à l'objectif avec une expression perdue. Au dos de la photo, une inscription au feutre. Arrivée à la ferme le 14 juin 1994. Evelyne sentit ses jambes fléchir. Tout ce qu'elle avait soupçonné prenait forme. Henri avait eu son fils entre les mains, il l'avait gardé, et peut-être encore aujourd'hui. Elle se précipita vers l'ordinateur, cherchant dans ses archives personnelles. Après quelques minutes, elle retrouva une photo d'anniversaire, 30 ans plus tôt. Luc, avec cette même mèche sur le front, ce même regard sombre. La ressemblance était indéniable. Une rage froide monta en elle. Henri avait non seulement menti, il avait volé des vies. Et si Luc avait été là, où étaient les deux autres? Elle comprit qu'il fallait confronter Henri, mais pas seule, et pas à découvert. Elle referma l'enveloppe, la rangea dans un tiroir verrouillé, puis monta se coucher, le cœur battant à tout rompre. Dans l'obscurité, une seule pensée l'obsédait. Demain, il saura que je sais. Le lendemain, Evelyne retourna à la ferme, cette fois en plein jour, sous prétexte de vouloir acheter des produits locaux. Le marché installé près du portail offrait une couverture parfaite. Légumes, confitures, fromages artisanaux, et Fernand, occupé à peser des pommes de terre pour une cliente. Elle patienta, observant chacun de ses gestes. Lorsqu'il fut seul, elle s'avança avec un sourire aimable. « Bonjour Fernand, vous vous souvenez de moi ?» Il leva les yeux, surpris. « Oui. Vous êtes venu il y a quelques jours avec votre mari, non ? C'est ça. Vous m'aviez parlé de votre enfance.
que vous aviez été adopté tard. Je voulais vous poser une question un peu personnelle. » Il fronça les sourcils, méfiant. « Quelle question ?» Elle prit un ton léger, comme si c'était une simple curiosité. « Est-ce que, dans vos papiers, il y avait votre nom de naissance ?» Fernand hésita, jetant un coup d'œil autour de lui. « Oui, je crois. Mais je n'en parle pas. » « Pourquoi ?» Il haussa les épaules. Henri dit que c'est mieux comme ça, que le passé, c'est compliqué. Evelyne sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous lui faites confiance ?» Un léger sourire passa sur le visage de Fernand, mais il y avait de l'ombre dans ses yeux. « C'est lui qui m'a tout donné, mais parfois j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. » Elle se pencha légèrement vers lui. « Et si je vous disais que j'ai vu votre nom dans un dossier, que vous pourriez savoir la vérité ?» Il se raidit. « Vous avez vu mes papiers ? » ?»« Non, pas les vôtres, mais d'autres. Des papiers qui prouvent qu'Henri a menti à plus d'un enfant ici. » Fernand resta silencieux un long moment, ses doigts crispés sur le bord de la caisse. Enfin, il murmura : « Si c'est vrai, alors je veux voir ces papiers. »« Ce soir. »« Loin d'ici, » répondit-elle. Il acquiesça l'air déterminé. Puis, d'un geste rapide, il glissa dans le sac d'Evelyne un petit papier plié. « Lisez-le plus tard, quand vous serez seul. » En quittant la ferme, Evelyne serra le papier dans sa main, consciente qu'elle venait peut-être d'ouvrir une brèche dans le mur de silence qui entourait Henri depuis 30 ans. Dans sa voiture, garée à l'ombre d'un grand chêne, Evelyne sortit le petit papier plié que Fernand avait glissé dans son sac. Ses mains tremblèrent légèrement. Elle le déplia avec précaution, comme si ce simple geste pouvait déjà trahir le secret qu'il contenait. L'écriture était maladroite, penchée, tracée à l'encre bleue. Il y a un grenier dans la maison principale. Derrière l'armoire, une trappe. Dedans, des boîtes avec des photos et des dossiers d'enfants. Certains noms ne figurent pas sur les papiers officiels. Henri ne sait pas que j'ai vu. Le cœur d'Evelyne s'emballa. C'était peut-être là que se trouvaient les réponses à toutes ces questions, et aux années de silence. Mais la note ne s'arrêtait pas là. En dessous, une phrase ajoutée à la hâte. « J'ai vu un jour une photo de moi avec 2 autres enfants. On portait les mêmes vêtements. J'avais 3 ans. » Evelyne sentit son souffle se couper. 3 enfants, même âge, même tenue, c'était presque une signature. Ces triplés avaient toujours été habillés pareil pour leurs anniversaires. Elle ferma les yeux, revoyant une image gravée dans sa mémoire. Luc, Thomas et Hugo, devant le gâteau, leurs chemises rayées identiques. Et si cette photo que Fernand avait vue, c'était eux ? Elle rangea le papier dans son carnet, puis démarra. Elle savait qu'elle devait agir vite. Plus elle attendait, plus le risque était grand qu'Henri découvre que Fernand lui avait parlé. En roulant, une pensée s'imposa. Il lui faudrait entrer dans cette maison, trouver cette trappe, ouvrir ces boîtes. Mais pas seul. Fernand pouvait être la clé, à condition qu'il tienne sa promesse et qu'il ne change pas d'avis. En approchant de chez elle, elle réalisa qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Ce n'était plus seulement une recherche, c'était une infiltration. Et si elle réussissait, elle saurait enfin ce qu'il était advenu de ses 3 enfants. La lune était haute lorsque Evelyne gara sa Clio sur le bas-côté, à bonne distance de la ferme. Les phares éteints, elle attendit quelques minutes, guettant toute lumière suspecte. Puis une silhouette se détacha de l'ombre des granges, Fernand. Il portait un sweat à capuche et marchait d'un pas rapide vers elle. « Vous êtes venu, » murmura-t-il en montant dans la voiture. « J'ai dit que je viendrais. Tu es sûr que personne ne nous verra ? Henri dort profondément après 10 heures. Et les chiens... Ils m'écoutent, pas lui. » Ils contournèrent la propriété par l'arrière, longeant le potager et les vieux pommiers. Fernand ouvrit une petite porte de service qui donnait sur un couloir sombre. L'air à l'intérieur était lourd, saturé d'odeurs de bois et de poussière. Ils montèrent un escalier grinçant, chaque pas mesuré. Arrivé au palier, Fernand les guida vers une grande armoire ancienne, massive, aux portes sculptées. « C'est là, derrière. » Il poussa l'armoire avec effort, révélant une trappe de bois, presque invisible dans le mur. Fernand sortit une clé de sa poche et la tendit à Evelyne. « Vous ouvrez. » La serrure grinça doucement. Derrière, un escalier raide montait vers l'obscurité. Ils grimpèrent, la lampe de poche éclairant un grenier encombré de vieilles malles et de cartons. « Par ici, » chuchota Fernand. Dans un coin, 3 grandes boîtes métalliques. Evelyne en ouvrit une. À l'intérieur, des enveloppes épaisses, des dossiers médicaux, des photos. Elle sortit un paquet de clichés, le souffle court. Sur la première photo, 3 enfants de 3 ans, vêtus de chemises rayées identiques, debout devant une balançoire.
Son cœur explosa dans sa poitrine. C'était eux. Luc, Thomas, Hugo. C'est la photo dont je me souvenais, dit Fernand, la voix tremblante. Mais regardez la date au dos. Evelyne retourna la photo. 14 juin 1994. C'était la même date inscrite sur le dossier de Luc. Un craquement retentit en bas. Ils échangèrent un regard figé. « Il est réveillé », souffla Fernand. Le craquement se répéta, plus lourd cette fois, suivi d'un souffle rauque. Evelyne éteignit aussitôt la lampe, plongeant le grenier dans une obscurité totale. Seul un mince rayon de lune filtré par une lucarne poussiéreuse, dessinant des ombres inquiétantes sur les vieilles malles. « Il sait que quelqu'un est ici », murmura Fernand, blême. Des pas lents montaient l'escalier principal, le bois gémissant sous le poids. Puis un bruit métallique, un trousseau de clés qu'on fait tinter volontairement, comme pour avertir. « Cachez-vous derrière les malles, vite !» ordonna Fernand. Ils se glissèrent derrière un empilement de cartons. Evelyne serrait la photo contre elle, ses mains moites, son souffle court. Elle sentait chaque battement de son cœur résonner dans ses tempes. La trappe du grenier grinça. Une lumière jaune balaya la pièce. Henri tenait une vieille lampe à pétrole. Son visage était figé, dur, les traits tendus. Il avança lentement, inspectant chaque recoin. « Je sais que vous êtes là, » dit-il d'une voix grave. Fernand se raidit à côté d'elle. Henri fit quelques pas, puis s'arrêta devant les boîtes métalliques. Il en ouvrit une, jeta un coup d'œil au dossier et referma avec soin. « Ces affaires ne regardent personne, » ajouta-t-il, le ton plus froid encore. Evelyne sentit la colère monter, mais resta immobile. Une seule erreur, et ils seraient découverts. Henri se retourna brusquement vers leur cachette. Son regard sembla s'attarder une seconde sur les malles, puis il détourna la tête, comme s'il n'avait rien vu. Si quelqu'un fouille ici, il le regrettera. Il referma la trappe et redescendit, les pas s'éloignant lentement. Fernand poussa un souffle tremblant. Il nous a entendus, j'en suis sûr, mais il ne nous a pas dénoncés. Evelyne ne répondit pas. Elle savait que le temps jouait contre eux. Henri ne les avait peut-être pas arrêtés ce soir, mais demain, tout pouvait basculer. Le lendemain matin, Evelyne n'avait presque pas dormi. Le soleil venait à peine de se lever lorsqu'elle était déjà dans sa voiture, le dossier de Luc et la photo des 3 enfants sur le siège passager. Cette fois, elle n'allait pas se cacher. Elle avait pris une décision. Si Henri ne parlait pas, ce serait la police qui le ferait. Fernand l'attendait au marché, l'air tendu. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» s'inquiéta-t-il. « Je n'ai plus le choix », répondit-elle, la voix ferme. Ils se dirigèrent ensemble vers la maison principale. Henri était sur le perron, un mug de café à la main. Il les regarda approcher, un sourire forcé aux lèvres. « Quelle surprise, Evelyne. Vous revenez encore ?» Elle sortit la photo de sa poche et la posa sur la table devant lui. « Expliquez-moi, qui sont ces enfants ?» Le sourire d'Henri se figea. Il jeta un coup d'œil rapide à Fernand, puis à la photo, avant de répondre « Des enfants du foyer, rien de plus. »« Faux, coupa-t-elle. Celui-ci, c'est Luc, mon fils, disparu en 1993, et vous l'aviez ici, chez vous. » Henri resta muet. Une veine battait sur sa tempe. Fernand sortit alors le papier qu'il lui avait donné la veille. « Et ça, Henri, la trappe, les boîtes, toutes ces vies effacées, le visage d'Henri se durcit. Vous ne comprenez pas. Je les sauvés. Sans moi, ils auraient... Vous les voliez à leur famille, l'interrompit Evelyne, la voix tremblante mais tranchante. Vous avez pris 30 ans de ma vie. Un silence pesant tomba. Puis derrière eux, un bruit de portière, 2 policiers s'approchaient, alertés plutôt par un appel anonyme qu'Evelyne avait passé avant de venir. Henri recula, le regard soudain inquiet. « Henri Lemoine, vous êtes en état d'arrestation », annonça l'un des agents. Alors qu'il l'emmenait, Henri lança un dernier regard à Evelyne. « Vous croyez avoir gagné, mais certains enfants ne veulent pas être retrouvés. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un poison. Evelyne serra la photo de ses triplés contre elle. Elle avait retrouvé une preuve, un début de vérité. Mais elle savait aussi qu'un long chemin restait à parcourir, et que tous ces enfants ne reviendraient peut-être jamais. Sur le parking, Fernand posa une main sur son épaule. « Vous avez ouvert une porte, madame. Maintenant, rien ne pourra la refermer. » Elle hocha la tête, les yeux humides. Dans son cœur, une certitude. Même si la justice ne réparait pas tout, elle ne se tairait plus jamais. Parce que certaines histoires méritent d'être criées au monde entier,